stabilité politique. Et le fait que cet accord d'association ait pu être signé dans une séance très émouvante où Parlement européen et Parlement ukrainien étaient en dialogue et où tous les députés ukrainiens se sont levés pour chanter l'hymne national après la séance de ratification de l'accord, voilà quelque chose qui devrait nous dire, mais l'Europe, quand même, c'est un projet qui demeure peut-être moins dans le cœur de ceux qui vivent dedans, mais qui fait rêver ceux qui sont dehors à nos portes. You just mentioned Ukraine, which is an epitome of the importance of being European. Ukraine afforded a war against Russia, which is not a little country, on the purpose to enter into Europe. So this example can say everything about the importance of being in Europe, of being European, of being conscious that the importance of being united and possibly strong. Anna Montebourg, as according to what we have read in newspapers, you are a fierce supporter of the necessity to introduce elements of more flexibility in the vision of Europe among the members. Austerity versus expansionism. This is still, after years of discussions, of tensions, of problems, is still the issue which is on the table in Europe. Oui, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce débat de permettre la discussion sur les enjeux européens de contenu. Moi, je partage la conviction européenne, mais je m'inquiète des orientations politiques de celle-ci. Et ce n'est pas remettre en cause l'Europe que de contester ces orientations et de chercher une alternative. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme quand on a fondé la République en France. Contester un projet de la dite République était le signal que celle-ci était en train de vivre et enfin de s'installer dans la démocratie de façon durable. Et je suis frappé de voir que depuis la faillite de Lehman Brothers, je rejoins d'ailleurs ce qu'a dit le diagnostic critique de Jean-Claude Trichet, les performances, je n'ose pas dire les contre-performances de la zone euro, je ne parle pas là de l'Europe, mais de la zone euro, qui est le cœur de l'Union européenne, le point d'attraction, le point de construction et le point de défaisance si nous avons des défaillances à l'intérieur de la zone euro, sont particulièrement inquiétantes. Je regarde là les écarts en termes de PIB avec les États-Unis d'Amérique qui sont partis exactement du même niveau de difficulté que nous avec la crise des subprimes. Je regarde les écarts avec les États-Unis d'Amérique sur le nombre de chômeurs. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement préoccupante. Il y a 10 points d'écart de PIB depuis 2008 entre la zone euro et les États-Unis. Plus 7,5 de PIB aux États-Unis et moins 2,5 destruction chez nous. Les chômeurs, n'en parlons pas. Nous étions en 2008 à 10% de chômeurs aux États-Unis et en Europe. Eux sont à 6, nous sommes presque à 12. Et la conséquence de ça, le prix qui est en train d'être payé de ces contre-performances, alors que le monde entier, peu ou prou, pays émergés, émergents, effervescents, Japon, même le Japon, qui était dans la déflation depuis des années, eh bien, qui ont des performances de croissance et de recréation d'emplois, d'investissement technologique, se sont remis à investir, les écarts sont considérables. Donc l'Europe est en train de reculer, de stagner, et j'ai l'impression, vu les pronostics qui sont faits par les instituts très sérieux, montrent que 2015 continue sur cette pente médiocre. Préoccupant, pourquoi? Parce que c'est une traduction politique. Dans tous les pays européens sont en train de prospérer des partis qui sont pour la destruction de l'Union européenne. Et il n'y a pas de réponse politique adaptée en face. Les seules réponses qui sont faites sont celles précisément qui, dans le consensus mondial des économistes, que ce soit Mme Lagarde du FMI, M. Stiglitz, prix Nobel d'économie, ancien conseiller de M. Clinton, M. Krugman, autre prix Nobel, M.
certain nombre d'institutions internationales, des dirigeants politiques de l'Union européenne elle-même, tous disent l'austérité, c'est-à-dire les mesures de restriction budgétaire, sont en train de nous entraîner dans une spirale. La mécanique de la spirale est très simple. Faites des réformes parce que vous avez des déficits. Commencez à réduire vos dépenses ou augmenter vos impôts. Ce que la France a fait, l'Italie, la Grèce, tous les pays. Et évidemment, comme ces mesures ont pour conséquence d'affaiblir l'économie et le niveau d'activité économique, les engagements ne sont pas remplis. Donc il faut prendre des nouvelles mesures de restriction budgétaire. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et tous les pays font cela en même temps, sous le dogme d'un traité qui, pour moi, ne relève pas de la décision politique adéquate. L'Europe applique aveuglément des traités et des règles, alors qu'elle a besoin de faire des choix politiques originaux, audacieux, hétérodoxes, ce qu'ont fait tous les autres pays du reste du monde. Ils sont souples, flexibles, ils s'adaptent. La Banque centrale européenne, grâce aux dernières décisions prises de parole de M. Draghi et Jackson Hole, ou même en juillet 2012, dans le discours de, je crois que c'était Londres, a fait baisser les taux d'intérêt. Là, c'est l'euro qui baisse, mais nous n'arrivons pas à obtenir la même flexibilité, la même intelligence collective sur le terrain du budget européen. L'économie, c'est la monnaie et le budget. Le budget n'existe presque pas au plan fédéral, comme la monnaie existe au plan fédéral européen, et il est dans les États membres. Et là, nous avons augmenté la pression sur la souveraineté des États membres par un traité qui était salué par certains orateurs, et que personnellement, je désapprouve. Parce qu'il est stupide, comme dirait M. Matteo Renzi. Il est stupide. C'est pas moi qui le dis, c'est M. le président du Conseil d'une des grandes puissances européennes, le président du Conseil italien. Ce que répète M. Sigmar Gabriel quand il était président du SPD. Et ce que nous pensons tous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les mesures, l'application aveugle, dogmatique des traités nous conduisent à augmenter, aggraver la situation et conduisent finalement les peuples à se rebeller contre la construction européenne. Donc nous sommes responsables, nous-mêmes, d'entretenir cette défiance au moment où nous aurions besoin de prospérité, de croissance, ce que je crois autour de la table nous sommes tous désireux d'obtenir. Voilà la préoccupation qui est la mienne. Et il faut se dépêcher parce que les partis destructeurs de l'Union européenne nationalistes menacent. Et nous allons avoir de mauvaises surprises. Et l'élu que j'ai été pendant 17 ans peut vous en parler mieux que quiconque ici. Mr. Montebourg, do you attribute the major growth of America this year, so you mentioned 10 points of GDP more growth in America than Europe? Do you think that the factor of success of America was essentially the expansionist attitude and behavior shown by together the administration and the Federal Reserve, which has, by the way, less constraints than the ECB, the possibility to act together more coordinated way. Do you think that that factor was decisive, or other factors entered in play, like flexibility on the job? Je suis désolé de répondre à votre question en reprenant la parole, mais sur ce point-là, la Banque centrale européenne n'a pas le même mandat dans les traités que la Fédérale Reserve Bank. La Fédérale Reserve Bank, elle lutte contre l'inflation quand il y a de l'inflation, mais elle est chargée de lutter contre le chômage quand il y a du chômage. La Banque centrale européenne est chargée de lutter contre l'inflation même quand il n'y en a pas. Et quand il y a la déflation, elle lutte contre l'inflation. Alors heureusement, nous avons un dirigeant de la Banque centrale qui a fait bouger cela et qui lance un appel. Franchement, il faut lui rendre hommage, M. Draghi, parce qu'il a lancé un appel aux États pour prendre en charge une partie de la lutte contre la spirale déflationniste qui menace. Tout le monde le reconnaît. La pente inflationniste est descendante et nous risquons l'accident, le retour à l'accident, y compris la défaillance d'un des États les plus fragiles, en raison de la baisse de l'inflation, donc la montée relative du poids de la dette publique. Je rappelle que la cause de la crise n'est pas
ne sont pas, les causes de la crise ne sont pas dans les déficits publics. Pas du tout. Mais ça, chacun le sait. Et donc, quand Joseph Stiglitz dit quelque chose, d'ailleurs tout à fait éloquent et effrayant pour un, je vais donner la traduction parce qu'il a donné une interview dans Les Échos là, il y a 15 jours, il dit, aujourd'hui, parlant de notre pays, la France, devenue homme malade de l'Europe, est un phénomène post-crise. C'est l'effet conjugué des erreurs de politique, des policymakers, donc moi en partie, c'est une interpellation, quel ministre chargé de faire la politique, et de l'impact de l'euro. Sans les erreurs politiques, l'économie française serait relativement en bonne forme. Donc ça veut dire que, finalement, nous commettons des erreurs collectivement. Comment en sortir? Alors le débat institutionnel posé par les précédents orateurs est nécessaire, mais nous avons été échaudés par l'affaire de 2005 et du traité constitutionnel, dit constitutionnel, puisque un certain nombre de pays ont répondu non, on leur a dit tant pis, on va quand même passer outre. Donc évidemment, la discussion institutionnelle devient difficile vis-à-vis de nos peuples et de nos populations. Voilà pourquoi, même si un certain nombre de propositions qui ont été faites me paraissent convaincantes, peut-être à pousser, aujourd'hui les populations sont parfaitement rétives à l'idée qu'elles puissent améliorer et accroître le fédéralisme européen, même si je crois que dans certains domaines il est nécessaire. C'en est un fédéralisme qui est celui de la Banque Centrale Européenne, la monnaie unique, et donc nous avons un outil là qui ne fonctionne pas encore dans la totalité de ce qu'il pourrait donner, comme toutes les banques centrales du monde. Moi, comme citoyen européen, je demande une banque centrale qui ressemble à toutes les autres banques centrales du monde. Ce qui n'est toujours pas le cas tout à fait encore. And then we speak about this with Trichet because this dual mandate of the Federal Reserve, and difference of the single mandate of the ECB is one of the issues more discussed on the table. But first, Mr. Svoboda, may I put you a genuinely politically question? Minister Monteburg remembered, and also the previous speakers, the rise of the anti-European parties, which is of course caused by the difficulties of the continent. You are being along the chairman of the group, of the most important political group, or the most important center, number one. How do you think that is a real threat? We are in France, that is one of the most powerful parties, anti-European. How do you see this in the future? Well, first of all, thank you very much for this debate and the other debate and the whole event, which is an excellent event. And I will come to this question, but first of all, thank you also to Monsieur Trichet for what he said here, but also what he did, and also Mr. Draghi. But isn't it strange? Politicians create the euro. Politicians create the European Central Bank with limitations. But politicians are not able to solve the crisis. The two people who always have been mentioned, for God's sake we had them, is Trichet and Draghi. And that is a strange situation. You won't find it on the national level. Nothing against it, the contrary. But they have all the burdens to do it, even with the limitations the central bank has. Not only the legal limitations, but also some of their colleagues inside the boards of the central bank who have the foot more on the brake most of the time. So this is showing how politics is failing. I didn't count, but have you counted how many meetings, summits we had since the crisis? And how many unemployed we have still today? So this will come also to your question, because we see people see politics, or European politicians, the summits are not solving issues. Only two people, and that's they are the heads of the central bank. And all the legislations we had, all of them, the last one was the banking union, where I was deeply involved. We had to decide against many of the ministers of finance
One of the few who was supporting us as far as he could was, by the way, Mr. Moscovici, and therefore maybe he's now criticized in the parliament from the right side, but it's another issue. So, yes, politics is failing in Europe to solve the issue. And that is, I think, the primary problem. I don't want to go into French politics, but of course, let me be honest, I expected from the government, from the new government, to create some alternatives. Are there alternatives existing? Yes. We as a group asked 3 institutes, independent one, a French, a German, and a Danish one, and asked some prominent economists from M. Fitoussi, Stiglitz and others, Galbraith, and so on, to observe if they do a good job, not to influence, and we didn't influence. And the question was very easy. Is there an alternative to the politics we do now in Europe? And there is one. If you go into investment, at the end of the day, it means in 15 years or so, you will have a lower deficit, but you will have much more jobs or less unemployment during all the period. So if people say, well, we have to regard the deficit and we shouldn't go away from fighting the deficit, I say, yes, I agree fully. But with these kind of policies, did we reduce the deficit? Did we succeed in the aim? No, we did not. And therefore, and here maybe there's a small difference, I don't speak about flexibility as the main element. The main element is to come back nearly as well at the level investment we had, let's say, 10 years ago. Because public investment was going down, and of course private investment as well. It's not only about public and private investment. So we can create an alternative, but politics, or let's say one lady and some of her admirers in some of the northern countries and so on, don't want it. I'm very much in favor of a French-German cooperation. Also, there are other countries as well in the EU, not only the 2 ones. But France should bring in the alternative concept into the debate and then try to have some compromise at least. Some compromise, but this was not the case. Today, sorry, not for Republica, but for Financial Times, Lawrence Summers is not a radical left-winger. I mean, he's not a Montebourg from the United States. Why public investment really is a free lunch? It's a wonderful article. It's very easy. With a low interest rate we have, it's absolutely crazy not to invest. But that's the case. And that is for the public, but also for the private, but also especially for the public. In the morning we discussed about the needs. Now I don't agree totally with Mr. Schweitzer that we have so many needs we have to fulfill because also needs are created by industry. But of course there are needs, including broadband connections in some countries, partly in France, even in Germany, the best one. Go with a mobile phone over the highway. It will be hard for you to phone continuously. So there are many issues we can do to modernize our economy. Do you know how many bridges and roads, but especially bridges, are closed in Germany, not in southern Italy, but in Germany, because it is breaking down? So there is a lot to do, and we could do it. We could create jobs, more taxes, and a lower deficit. And I'll come back to the last point, the point you raised. Well, we have it different countries, and I'm coming from Austria. We have a relatively good situation. We have one of the lowest unemployment rates, and we have a very low youth unemployment rate because we did something. It's not by chance that we have a low youth unemployment rate, because the state was active in saying, if you are 4 or 5 months without a job, and you are young, you come out of school, you get either a job or you get a retraining. So it's about public engagement you have to do. It's not the market who can just create it. Nevertheless, we have, unfortunately, a relatively high number of right-wingers. But it is a question, if citizens see politics don't solve my everyday problem, if citizens see how many young people are unemployed, it's not only about the young people, it's about the parents and the grandparents. If citizens see, especially from the middle class, that all of a sudden the long-term rise up the ladder
is interrupted because our economy is not growing anymore, then we will have an additional push, at least, to the right wing. And I fully agree with what Arnaud Montebourg said. It is the fact, not only unemployment, but this sense of we cannot do anything. I think it was said before, politicians see the problem is here and more or less they say to citizens, sorry, but we can't do anything. We create a new Europe, we create new institutions, but we cannot solve the issues. Would you vote for them? I wouldn't, if I wouldn't be a member of a party. But many are not members of parties and therefore they don't vote. So, no, let me stress just one part of your statements. When you say that even without change the treaties, which after all were democratically voted by every country in Europe, so it's difficult to, it's time to change them, of course it is, but it's not easy, not fast. First, as far as I understand, you suggest that countries which can do it, which have some money in the pot, Germany for instance, but also other countries, can implement plans of infrastructure, of big public, big or less big, but anyway, public investments to renovate bridges, you say, waterways, and it could give at least some push to the investment, to the demand, to the economy in all Europe. And this is a very interesting point, because as you see, the other thing to square the circle is to change the treaties, but it's a long process, and not of course there is the most powerful country in the continent, which is Germany, which is stay to the treaties. They say we have signed these treaties, we have to pursue the stability of prices, the healthy in public finances, and please go ahead with these duties because they are written in the treaties. Even in 2012, in the midst of the crisis, it was signed the fiscal compact, and then moreover the six-pack, which is the implementation, which contains even stricter rules. So we have gone in a certain way, right or wrong, but all the continent, all the Eurozone has gone in this way. And now change, make this U-turn is not easy. Professor Trichet, how do you cancel? Then make sure the organizers that we talk about the future, but it was important to understand the present, you know. Of course, a lot of issues have been addressed. First of all, Larry Summers speaks for the US, and he has absolutely no external constraint of any kind. And Joseph Stiglitz is also impregnated with the US experience. I think we know by experience that from time to time, one has enormous problem to finance itself. And France and Austria, as well as Germany and others, had to help Greece, to help Portugal, only to quote two countries that could not refinance themselves outside. I'm sorry to say that. Sorry, but Germany helped itself and their own banks. Yeah, and you too. And you too. And 80% of the help for Greece to the banks of the West. No, that's true. But I mean, had they not had any problem, and had Greece had not had any problem, you would not have what happened afterwards. And I don't want to single out Greece, because I was myself very adamant to get the help for Greece and for Portugal and for Ireland and in my time we purchased treasuries of Greece, treasuries of Portugal, treasuries of Ireland, treasuries of Italy and treasuries of Spain, because the rest of the world and the rest of the Europeans spontaneously would not continue to finance them. So we have to realize that from time to time the external constraints is there. And if we had this external constraint there dramatically, it was partially before, in 03-04, we had the sentiment, and it was not the same sensitivity in power, I have to say, in France, and it was not the same sensitivity in power also in Germany, but they both said exactly what you said, Minister. We do not want those constraints. Those countries are too tough.
The problem is that the two countries in question had no problem until now, but that others, which were following more or less the instruction, had dramatic problems. So I'm very cautious on that. We are paid to know by the cruel, very cruel experience of the last years that we could be in a very difficult situation. Now, maintenant, pour continuer, la Banque Centrale Européenne lutte contre l'inflation et contre la déflation. La définition de la stabilité des prix, c'est moins de 2, mais proche de 2. Et nous l'avons dit très solennellement, et nous pensons avoir pris constamment, et mon successeur de manière extrêmement visible, parce que maintenant nous avons en effet une inflation qui est trop basse, et depuis trop longtemps, et qui pourrait rester basse pendant longtemps. Donc il y a un problème là de possible désancrage des anticipations d'inflation, qui est un énorme problème. Je pourrais continuer évidemment. Sur le double mandat, bon, la Banque Centrale Européenne ne se donne pas à elle-même son propre mandat. Donc c'est vraiment nos démocraties qui définissent le mandat, mais je voudrais dire que moi-même, je n'ai jamais senti à aucun moment que nous étions empêchés d'agir en tout cas dans mon analyse juridique, par le traité, par le mandat. Toutes les décisions qui ont été prises, et je crois que c'est vrai pour Mario comme pour moi-même, ont été prises pour des raisons de politique monétaire. L'OMT a été prise pour des raisons de politique monétaire, comme les SMP, les achats de titres dont je parlais. L'octroi de liquidité de manière illimitée à taux fixe, qui est le moyen européen de s'assurer que la liquidité est partout dans l'économie européenne, est également une mesure de politique monétaire extrêmement audacieuse, qui n'a pas été prise par la Fed d'ailleurs, qui pour moi est dans une très large mesure l'équivalent du pure QE, parce que donner de la liquidité sans aucune limite, si les banques européennes nous demandaient 3 trillions d'euros de plus, elles auraient 3 trillions d'euros de plus parce qu'elles ont le collatéral éligible à hauteur de 3 trillions d'euros de plus. Donc je crois qu'il ne faut pas percevoir la Banque Centrale Européenne comme étant entravée, à mon avis. Le vrai problème que nous avons en ce moment, en effet, c'est plutôt, me semble-t-il, les gouvernements et le fait que dans les pays qui ont des marges de manœuvre, on n'a pas l'activation de l'économie qu'on devrait avoir. Et je parle pour l'Autriche comme pour l'Allemagne. Les pays qui ont des marges de manœuvre devraient normalement avoir plus d'activation de la demande interne.